que nous pouvons organiser cette conférence à distance. Donc, merci beaucoup. Je salue également nos collègues notaires et avocats, ainsi que les chefs d'entreprise qui suivent cette conférence. Et donc, François-Xavier, c'est à toi pour l'introduction. Et je laisse également à l'écran le professeur Planier qui va animer la conférence. Bien, merci mon cher Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, comme l'a fait Bertrand Bulon, de vous présenter à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, à la fois des voeux personnels de bonne santé. Tâchez de passer entre les gouttes si vous le pouvez. Vous voyez, moi, je viens d'y passer de justesse puisque je suis cas contact, mais ayant un parcours vaccinal complet et un test négatif, je ne suis pas obligé d'interrompre mes activités pour l'instant. Mais en tous les cas, je vous souhaite de réussir à vous préserver, puis je souhaite surtout à notre économie, à nos entreprises, à nos activités, de ne pas être trop freiné par la reprise de cette épidémie et de pouvoir continuer sur le trend de reprise de croissance économique que nous avions connu dans les dernières périodes de l'année 2021. La CCI est effectivement hôte virtuelle de cette conférence du professeur Planier. Alors, je voudrais tout d'abord saluer Bernard Planier et lui présenter mes meilleurs voeux. Bonjour à tous et bonjour à vous, Monsieur Brunet. On est toujours très heureux de vous accueillir dans vos Hautes-Pyrénées. Chez moi. On connaît les liens qui sont les vôtres avec notre beau département et ce rendez-vous annuel est un rendez-vous extrêmement important pour chacune et chacun d'entre nous, pour l'actualité législative, juridique et fiscale que vous nous délivrez chaque année. Je tiens à saluer la soixantaine de professionnels qui se sont connectés, professionnels du droit et du chiffre. Je salue les représentants du monde des experts comptables, des avocats, des notaires, de tous les professionnels du droit et du chiffre qui sont présents, connectés ce soir et qui attendent bien sûr vos lumières, monsieur le professeur. Alors bien sûr, on est dans une année particulière, non seulement parce qu'on est à nouveau en virtuel, en classe virtuelle, si je puis dire, mais aussi parce que nous sommes en année électorale et on sait bien que les lois de finances initiales pour une année électorale ne sont que des pétitions de principe, bien que celles-ci comportent des éléments importants sur lesquels vous allez revenir, la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, la poursuite de la baisse de la taxe d'habitation, par exemple. Mais on sait très bien que nous allons avoir des rendez-vous électoraux extrêmement importants. Et chacun connaît ici mes inclinations, mais quelle que soit l'issue du scrutin, il y aura quand même une nouvelle législature et il y aura de toutes les façons une loi de finances rectificative au début de l'été. Je le confirme. Qui aura son importance et qui confirmera ou infirmera les tendances que vous allez nous exprimer. Je voudrais, et profitant du fait et en conclusion de ce propos introductif, profitant du fait que j'ai face à moi sur la mosaïque d'écran les professionnels du droit et du chiffre et les principaux représentants de ces professions dans le département, pour rappeler que non seulement la Chambre de commerce et d'industrie est hôte virtuelle de cette conférence, mais elle est également hôte d'institutions désormais qui vous intéressent pour beaucoup d'entre vous au premier chef, puisque depuis le début de l'année, les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie accueillent les audiences et les greffes respectives du tribunal de commerce et du conseil de prud'homme. Donc dans nos salles de séance, dans le cadre du programme de travaux et de transformation du palais de justice pour au moins les années 2022 et 2023, votre Chambre de commerce et d'industrie est aussi l'établissement hôte du tribunal de commerce et du conseil de prud'homme et de leurs greffes respectives. Donc je pense que c'était important vous avez certainement eu l'information, mais c'était important de le rappeler. Donc nous aurons plus qu'à l'accoutumée l'occasion de vous accueillir dans nos murs et nous nous en réjouissons par avance. Voilà, vous renouvelez mes meilleurs voeux et comme j'en ai la déplorable habitude, monsieur le professeur Planier, je serai certainement obligé de me déconnecter avant la fin de votre conférence, mais j'essaierai d'en suivre l'essentiel pour aller me connecter à une autre visioconférence de président de CCI, puisque nous avons un rendez-vous important, puisque le 25 janvier, nous élirons notre président national. Donc, il y a des conclaves, même virtuels, qui se réunissent régulièrement, y compris les vendredis soirs. C'est très méritoire. Bien, je vous remercie à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous et je cède naturellement la parole au professeur Planier. Merci beaucoup, merci. Alors bonsoir toujours à tout le monde. Et donc moi aussi, je vous renouvelle tous mes vœux de bonne année
méfiez-vous des virus, de la Covid, mais méfiez-vous aussi des virus de la TVA, de l'IS, vous savez, tout un tas de virus qui peuvent circuler dans ces domaines-là aussi. Alors, la loi de finances pour 2022, bon, le président Brunet vient de vous dire que nous sommes dans une année électorale, ça ne nous avait pas échappé. Alors, néanmoins, dans cette loi de finances, bien que nous soyons en année électorale, il y a quand même des choses qui, je crois, sont importantes. Alors, dans un premier temps, deux mots quand même, quels sont les grands pics de ceux qu'on a de nouveautés par rapport à ceux qu'il y avait l'an dernier? Dans la fiscalité personnelle, alors l'impôt sur le revenu, le point le plus important, je crois, c'est la clarification sur l'application du crédit d'impôt pour les services à la personne. Car en effet, vous savez que c'est un grand crédit d'impôt, 50%, et il y avait quelques difficultés, donc on clarifie un tout petit peu les choses. Donc, un impôt sur le revenu pour la fiscalité personnelle, c'est incontestablement le point essentiel. Dans la fiscalité des entreprises, alors la fiscalité des entreprises, dans la fiscalité du résultat, c'est-à-dire les BICIS, il s'agit là de l'application, de la traduction fiscale du plan qui a été élaboré en mois de septembre et qui a été exposé par le président de la République, le plan pour les indépendants. Et dans le plan pour les indépendants, il y a une traduction fiscale que nous verrons, vous voyez, en particulier le nouveau statut de l'entreprise individuelle, la possibilité temporaire d'amortir le fonds commercial, l'amélioration du régime d'exonération des plus-values, ainsi qu'une amélioration du crédit d'impôt formation, notamment pour les dirigeants de micro-entreprises. Ensuite, en TVA. Alors, en TVA, il y a un certain nombre de choses, des précisions qui sont apportées, puisqu'il a fallu transposer en France les directives. Alors, les points les plus importants, je le développerai naturellement, mais les points les plus importants, c'est le changement d'exigibilité pour les livraisons. Une précision, vous savez, une livraison, c'est-à-dire une vente, l'exigibilité étant en principe le transfert de propriété. La TVA ne s'applique pas lorsqu'on verse un acompte, eh bien, il s'appliquera à partir de 2023, et donc j'expliquerai un tout petit peu cela. En TVA aussi, on a un tout petit peu changé le champ d'application des taux, notamment du taux réduit, en particulier sur le taux réduit sur les denrées alimentaires, alors qu'il y a là une petite évolution. Et puis, il se confirme bien sûr que la facturation électronique va entrer en vigueur. Et là, on a quelques éléments, puisque l'ordonnance qui réglemente cette facturation électronique est intervenue au mois de septembre. Donc, la loi de finances en tire quelques conclusions que nous verrons. Donc, sans fiscalité d'entreprise, c'est cela. Ensuite, il y a quelques précisions en matière de recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire sur les procédures de recouvrement forcé. Et puis aussi, j'en dirai quelques mots parce que c'est un problème qui en pratique est important, mais parfois d'ailleurs très important, c'est la question de la décharge de responsabilité, du paiement de l'impôt, en cas de divorce ou de rupture du PACS. C'est vrai que c'est parfois un problème un tout petit peu douloureux. Et nous terminerons par quelques considérations sur le contrôle fiscal, avec en particulier l'aggravation de sanctions pour certaines infractions. Bien, voilà, je vous propose, donc voilà, ce sont les grands pics, les grandes lignes. Maintenant, entrons un tout petit peu plus avant dans le détail de tout ceci. Et donc, d'abord, la fiscalité personnelle, ensuite la fiscalité d'entreprise, ensuite on parlera un peu de recouvrement et on terminera par le contrôle fiscal. Alors, dans la fiscalité personnelle, il y a d'abord essentiellement l'impôt sur le revenu, qui est le point le plus important. Alors, dans l'impôt sur le revenu, il y a les dispositions évidemment classiques et banales, à savoir l'indexation du barème, en fonction de la hausse des prix hors tabac. Et cette indexation, cette année, c'est 1,4%, puisque d'après les calculs savants, par définition, que fait le ministère des Finances, la hausse des prix hors tabac devrait être de 1,4%. Si on en croit les économistes et les échos dans la presse, ça serait peut-être un peu plus, mais enfin bon, pour la loi de finances, ça sera 1,4%. Alors, dans le calcul de l'impôt, il y a d'abord, s'agissant des réductions d'impôts, il y a la reconduction de la plupart d'entre elles, celles qui venaient à expiration en 2022 et qui sont reconduites. Il y a une petite précision qui fait qu'une déduction sur du revenu, c'est-à-dire la déduction COS, et pour les spécialistes du marché immobilier, c'était le processus, le dispositif qu'on appelait louer abordable. Vous savez, quand on loue en pensant à une convention avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire c'est pour des gens qui ont des revenus plafonnés, un loyer plafonné aussi. Donc, en passant par cette convention, bien sûr, les loyers sont un tout petit peu plus bas. Ça concerne la location intermédiaire, location sociale et très sociale.
Alors, jusqu'à présent, ça générait une déduction sur le revenu, ce qu'on appelait le régime COS, du nom de l'ancienne ministre du Logement. Alors, on remplace cette déduction sur le revenu par une réduction sur l'impôt. Alors, voyez, parce que, voilà, quel est le motif de ce changement, la déduction sur le revenu avantage évidemment les revenus élevés, ça va de soi, n'est-ce pas? Si vous êtes dans les tranches les plus élevées, que vous avez une déduction, vous faites une économie d'impôt plus importante que pour les revenus moins élevés. Donc la réduction d'impôt, c'est évidemment sur ce point-là plus neutre. C'est pour ça que ça a été changé. Donc c'est une réduction d'impôt qui est soumise à peu près aux mêmes conditions que la déduction. Ça, il faut passer la convention avec cette agence nationale de l'habitat. Il y a un plafonnement des loyers, un plafonnement des revenus également de locataires. Voilà. Et puis le logement qui a affecté à l'habitation principale doit avoir des performances énergétiques, notamment pour les économies d'énergie, bien sûr. Mais dans le calcul de l'impôt sur le revenu, comme je vous l'indiquais en préambule, le point sans doute le plus spectaculaire, c'est le crédit d'impôt pour les services à la personne. Alors, ces crédits d'impôt, je vous rappelle que son taux est de 50%. Alors, il y a un plafonnement, évidemment, des dépenses. Le plafonnement, c'est 12 000 euros. On peut avoir une augmentation en cas de demi-part pour les personnes âgées. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est particulièrement intéressant. Si on s'en tient, par exemple, au plafond de base 12 000 euros, 50%, ça vous fait un crédit d'impôt qui peut être de 6 000 euros. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, c'est le plus gros crédit d'impôt, c'est la niche fiscale la plus importante. Alors, il y avait là une difficulté d'application s'agissant des services qui peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt, voyez-vous. Parce que finalement, vous savez, si restons très concrets, très terre à terre, quels sont les principaux bénéficiaires de ce crédit d'impôt? Vous avez grosso modo deux grands groupes. Vous avez le groupe des personnes âgées, des seniors, comme on dit maintenant, pour dire les vieux, donc les seniors, et puis il y a les gardes d'enfants, c'est-à-dire à l'autre bout de l'éventail démographique. Et alors, la difficulté était la suivante. Il y avait eu un conflit devant le Conseil d'État, d'ailleurs, qui concernait une maison de retraite située à côté de chez nous, à Auch. Voilà, quel était le problème? Et puis après, voilà la solution. Le problème, c'est que le texte du Code général des impôts dit que pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, il faut que le service soit rendu à la résidence, dans la résidence du contribuable. Et l'administration avait, dans son commentaire, dans le BOFIP, vous savez, les commentaires avaient dit que dans certains cas, pour certains services, on pouvait bénéficier du crédit d'impôt, même pour des services qui ne sont pas rendus à la résidence, mais à une condition, à condition que ce service soit inclus dans un paquet de services, si vous voulez, dans un groupe de services. Voilà. Et c'était notamment le cas, c'est là-dessus que portait le litige, et en pratique, vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'important, les livraisons de repas à domicile. Vous voyez, c'était ça l'enjeu du litige d'Auch. Donc, est-ce que cette maison de retraite qui faisait des livraisons de repas à domicile, est-ce que le contribuable avait droit ou non au crédit d'impôt? Et donc, il s'agissait de savoir si c'était compris ou non dans un paquet. Alors, ça crée un problème juridique, je passe sur les détails ici. L'essentiel, c'est que dans la loi de finances, on clarifie un tout petit peu les choses. C'est-à-dire, vous avez deux grandes catégories de services. Première catégorie de services, il y a toute une liste, n'est-ce pas, qui est donnée. Première catégorie de services, les services qui ouvrent droit au crédit d'impôt, mais à condition d'être compris dans un paquet global, qui est plusieurs. Alors, c'est le cas en particulier pour la livraison de repas à domicile. Le repas à domicile, là, il faut qu'il y ait évidemment un... Deuxième catégorie de services, les services qui ouvrent droit au crédit d'impôt sans qu'ils soient compris dans un paquet. C'est-à-dire, alors là, il y a toute une liste aussi, il y a des services tels que la préparation des repas à domicile, le repassage, les travaux de jardinage, il y a toute une liste complète. Donc, vous voyez, là, on clarifie les deux catégories, avec une petite précision à ce propos, une précision qui, en pratique, je crois, est importante, vous voyez. Pour les services d'assistance vidéo d'un genre un peu particulier, vous savez, vraiment pour les personnes âgées notamment, ils ont la possibilité d'avoir un appareillage en appuyant sur un bouton comme cela, s'ils ont un malaise ou une chute ou chose, elles font appel directement à quelqu'un qui vient les secourir.
eh bien, ce service-là ouvrira droit au crédit d'impôt, bien qu'il ne soit pas rendu très précisément à la résidence, puisque le centre est à l'extérieur, mais ils auront droit au crédit d'impôt. Donc, vous voyez, on clarifie le champ d'application, les services d'un côté où il y a un paquet d'autres services. Et puis ensuite, il y a une autre évolution de ce crédit d'impôt, et cette évolution résulte non pas de la loi des finances, mais de la loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est une évolution, mon Dieu, fort importante. C'est-à-dire, c'est le système, qu'on met en œuvre là, dès maintenant, dès le mois de janvier 2022, le système du remboursement immédiat du crédit d'impôt. Car en effet, jusqu'à présent, vous voyez, ce crédit d'impôt dont j'ai souligné l'intérêt, les 50%, évidemment, c'est intéressant. Il y avait un petit inconvénient quand même que vous devinez. Notamment maintenant, depuis qu'on fait le prélèvement à la source de l'impôt, voyez-vous comme se passait, le contribuable paie la prestation, le paie au prestataire de service, il a droit au crédit d'impôt, mais ce crédit d'impôt n'apparaît que à la fin de l'année. Oui, il y a un décalage. Décalage, c'est là que le crédit d'impôt apparaît, même si on peut obtenir un acompte au mois de janvier, mais enfin, il y a le décalage. Vous voyez, il y a le décalage entre le moment où on paie le prestataire et le moment où on obtient le crédit d'impôt. Et là, ce système, c'est le remboursement immédiat. En d'autres termes, dans les cas où ça sera possible, je vais vous les indiquer rapidement, le contribuable ne paiera que 50% au prestataire. Et les 50% restants, qui correspondent au crédit d'impôt, bien sûr, seront payés directement par les organismes sociaux. Alors, vous voyez, ça, c'est le remboursement en direct. Il n'y aura plus ce décalage, c'est évidemment particulièrement important. Alors, si vous êtes concerné ou si vous avez des clients qui sont concernés par ça, là, il faut regarder le texte évidemment d'assez près, parce que, comme disent nos amis allemands, le diable se cache parfois dans les détails. Alors, dès le mois de janvier, dès maintenant, n'est-ce pas, pourront bénéficier de ce système, de ce dispositif, les personnes qui utilisent la plateforme dite CESU, n'est-ce pas? Alors, ceux qui font appel à une entreprise prestataire de services, normalement, devraient pouvoir bénéficier de ce système dès la fin du premier semestre, d'après ce qui est précisé. Mais en revanche, ceux qui font appel à une autre plateforme, qu'on appelle page emploi, ceux-là, pour l'instant, ne sont pas concernés par ce remboursement immédiat. D'après ce qu'on croit savoir, le remboursement immédiat pour eux serait instauré à partir de 2024. Alors, le problème, c'est que dans cette plateforme-là, il y a pas mal de gardes d'enfants. Autrement dit, à l'heure actuelle, vous voyez, il y a un véritable débat, pour ne pas dire une controverse, maintenant entre les organismes sociaux, notamment les organisations professionnelles, qui disent mais il est peut-être abusif d'avoir laissé cette partie de contribuables provisoirement hors du remboursement immédiat. Alors, disons, je pourrais conclure à suivre, parce que je crois qu'il y a des négociations, puisque je vous dis c'est une controverse, voire un conflit, il y a des négociations, peut-être qu'on arrivera à accélérer un tout petit peu la procédure, parce que le problème, évidemment, c'est un problème très concret, très pratique. Vous savez, il faut que tous les organismes sociaux adaptent leur système informatique à ce genre de choses, parce qu'il y a énormément de gens concernés. Ça, ce crédit d'impôt, je l'ai dit, il a beaucoup de succès. Donc, il y a presque 2 millions de personnes. Donc, voilà, ça représente une masse de travail considérable. Donc, voilà, ça pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En fait, c'est ça le point essentiel. Alors, dans la fiscalité personnelle, un mot notamment à l'intention de nos amis notaires, n'est-ce pas? Il y a une petite précision s'agissant des déclarations de succession qui sont faites en ligne. Alors, pour l'instant, les notaires savent ça mieux que personne, la grande majorité des déclarations de succession sont faites sur papier, ça c'est clair. Mais il y en a tout de même un certain nombre qui sont faites en ligne. Et dans ce cas, la loi des finances précise que le notaire devra assurer la certification de l'exactitude, bien sûr, de cette déclaration. Ce qui, évidemment, peut-être aura pour conséquence de développer un tout petit peu ces déclarations en ligne. Allez, pour la petite histoire, cette précision qui figure dans la loi de finances résulte d'un amendement parlementaire qui a été présenté évidemment par un ancien notaire, c'est-à-dire bien connu d'ailleurs dans notre région, c'est-à-dire Jean-Paul Mattei, ancien notaire à Pau et ancien maire de Gers. Voilà. On est vraiment chez nous. Alors pour la fiscalité personnelle, voilà les points les plus importants, les points les plus saillants. Alors abordons maintenant la fiscalité des entreprises. Alors dans la fiscalité des entreprises, comme je le disais en commençant, en préambule,
Il y a donc la fiscalité des résultats, donc le BICIS, et puis la TVA. Donc, nous allons d'abord voir la fiscalité des résultats, les BICIS, ensuite la TVA, puisque là, cette année, dans la fiscalité des entreprises, il n'y a guère de choses notables sur les impôts locaux ou sur le droit d'enregistrement. Il y a quelques tout petits détails, mais enfin, qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui ne concernent qu'un nombre très restreint de gens. Alors, les BICIS d'abord. Alors, dans les BICIS, je le disais en préambule, le point essentiel, c'est la traduction fiscale de ce qu'on a appelé le plan pour les indépendants, qui avait été présenté, je vous l'ai dit, au mois de septembre par le président de la République. Alors, il y a plusieurs volets dans ce plan, et donc on va reconstituer ces volets. Vous voyez, ça, il y a une certaine cohérence, bien sûr, hein, dans les différents volets. Alors, le premier volet, ça concerne le statut des entrepreneurs individuels, de l'entreprise individuelle. Je dis bien le statut parce qu'il faut reprendre le problème dans son contexte. Alors, en quelques mots, quand même, le contexte ici. D'abord, peut-être une petite observation préliminaire qui est parfois un tout petit peu perdue de vue. On a peut-être oublié que parmi les 3-4 millions environ d'entreprises en France, la majorité, ce sont des entreprises individuelles. Vous voyez, on a peut-être oublié ça, parce que même au ministère des Finances, je dois dire, au ministère des Finances, on connaît que les sociétés, les entreprises individuelles, et donc c'est quand même la majorité, ce qui est évidemment quelque chose d'important. Alors, le problème de base, n'est-ce pas, qui explique tout le reste, je vais rapidement remettre ça dans son contexte avant d'en venir à la loi des finances. Le problème de base pour l'entrepreneur individuel, c'est bien connu, c'est la question juridique issue du Code civil français, à savoir le principe de l'unité du patrimoine. L'unité du patrimoine, vous savez que le Code civil nous dit, l'ensemble du patrimoine répond de l'ensemble des dettes. Autrement dit, évidemment, c'est ça la difficulté. Si le patrimoine professionnel, l'activité professionnelle a des difficultés, juridiquement, le patrimoine personnel peut aussi être mis en cause. C'est-à-dire que dans notre système français, jusqu'à présent, nous n'avons pas, sur le plan juridique, la séparation des patrimoines. Alors, la séparation des patrimoines, ça existe du point de vue comptable déjà, parce que le patrimoine professionnel, il est caractérisé par le bilan. Vous voyez, vous avez un bilan, et c'est ce bilan qui illustre le patrimoine professionnel. Et fiscalement, c'est pareil, n'est-ce pas? Les profits les pertes qui se rattachent au patrimoine professionnel sont évidemment regroupés dans le bilan et on tient compte de ceci. Mais juridiquement, vous voyez, il y a ce problème de l'unité du patrimoine. Et donc, depuis déjà des années, on cherche les moyens de préserver ce patrimoine personnel, c'est-à-dire d'assurer une certaine séparation entre les deux. Alors, si je fais très rapidement l'évolution, parce que c'est important pour savoir, pour comprendre le système tel qu'il sera mis en place par la loi de finances, n'est-ce pas, pour séparer le patrimoine, les solutions qu'on a cherchées depuis des années, n'est-ce pas? Première solution, 1985, oui, on ne va pas remonter au calendrier grec, 1985, la création de l'EURL, n'est-ce pas? Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Cette URL, c'est une société. Elle a la personnalité morale. En fait, qu'est-ce que c'est que l'EURL? Un peu comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est une SARL, sauf qu'elle a un seul associé. C'est ça. Donc, on sépare là les patrimoines. Vous voyez, c'était un... Ensuite, l'EURL a eu un succès un peu mitigé, disons-le. Il y en a, l'EURL, ça va de soi, mais enfin, il y en a moins peut-être que ceux qu'on espérait en 1985. Ensuite, autre dispositif qui a été tenté pour préserver le patrimoine privé, c'est la possibilité qui est offerte, vous savez, de laisser hors garantie la résidence principale d'abord, puis ensuite on a élargi le propos en disant qu'on peut laisser hors garantie tous les biens qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle. Bon, c'est une façon de préserver ceci, le patrimoine. Tout le problème dans ce cas, c'est que l'attitude du banquier. Si on n'a pas besoin d'un prêt bancaire, il n'y a pas de problème. Mais si on a besoin d'un prêt bancaire, si on va dire au banquier, je laisse hors garantie la résidence principale ainsi que d'autres biens, bah, le banquier il risque de dire, bon, non, dans ces conditions, je ne vous prête pas. Voilà, c'est ça. Si on était banquier, ce serait pareil. Donc, ce dispositif a eu un succès très limité, disons-le. Et alors, on a remis encore une couche, quelques années après, en créant le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors, cette EIRL, à la différence de l'EURL que j'évoquais il y a un instant, le IRL n'a pas la personnalité morale, ce n'est pas une véritable société,
Donc, qu'est-ce qu'on fait, vous savez? C'est-à-dire qu'on met dans cette EIRL, on transfère à l'EIRL les biens qui sont utiles. Voilà ce que dit la loi, hein, les biens qui sont utiles pour l'exercice de l'activité professionnelle. Et donc, le IRL, c'est en quelque sorte quand même la séparation des patrimoines. Vous voyez, ça n'a pas la personnalité morale, mais enfin, on sépare, on met le patrimoine professionnel un peu à part au sein de cette EIRL. Alors, le problème, c'est que cette EIRL a été créée il y a déjà quelques années. Le succès, là non plus, n'est pas au rendez-vous, loin de là. Alors, d'après mes informations, il devrait y en avoir un peu plus de 1000 EIRL en France. Vous voyez, donc sur 4 millions d'entreprises, c'est vraiment une petite goutte d'eau. Mais on reprend en fait le flambeau. Cette EIRL, tout de même, encore une fois, le succès n'a pas été au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et alors, je le précise parce que, évidemment, ça sera ça après la suite de la loi de finances. L'EIRL, elle peut opter pour adopter le statut de l'EURL, dont je vous rappelle que c'est une société, l'EURL, et cette option pour l'EURL vaut option pour l'impôt sur les sociétés, n'est-ce pas? Donc, dans le système qui existe actuellement, qui est prévu par le Code général des impôts, l'article 1655 sexies, c'est ça, voyez-vous. Donc, le IRL peut opter pour le statut de l'EURL et ça vaut option pour l'impôt sur les sociétés. Et donc, c'est une entreprise individuelle qui, effectivement, est à l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est le régime qui existe maintenant. Voilà, c'est le régime qui existe maintenant. Je vous l'ai dit, pas de succès, très bien de succès. Et alors là, on reprend encore une fois le problème. Et on le reprend avec un projet de loi, le projet de loi qui est actuellement devant le Parlement, qui a été voté par le Sénat, et donc maintenant il va passer à l'Assemblée nationale. Je vous donne un peu la chronologie parce que vous allez voir que le problème évidemment est important. Donc il va passer à l'Assemblée nationale et en principe, si tout va bien, il devrait être voté par l'Assemblée nationale, là maintenant en janvier, février. C'est-à-dire, quand je dis en principe janvier-février, vous devinez un petit peu ce que j'ai derrière la tête, normalement, ça devrait être voté avant l'élection. Voilà, avant les élections, car si ce n'est pas voté avant les élections, alors là ça nous ramène très en retard dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi? C'est un projet de loi qui n'est pas fiscal, c'est un projet de loi qui modifie le code de commerce, des juridiques, n'est-ce pas? Et donc, dans ce projet de loi, on sépare juridiquement le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel, en s'inspirant un tout petit peu, pas exactement, mais un petit peu du code civil allemand, disons, la séparation des patrimoines. Donc, ce projet de loi, encore une fois, est en cours de discussion, il n'est pas encore voté, n'est-ce pas? On peut penser, on peut espérer qu'il le sera, mais il n'est pas encore voté. Alors, la loi des finances, par anticipation, tire les conséquences de ceci. C'est-à-dire, donc, on sépare le patrimoine personnel, le patrimoine professionnel. On pourra transférer des biens qui étaient dans le patrimoine personnel dans le patrimoine professionnel si ils peuvent être utiles pour l'activité professionnelle. Et on retrouve là ce que je vous disais à l'instant pour le IRL. Ils pourront opter pour le statut de URL et donc ça vaudra option pour l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que l'article du Code général des impôts dont je parlais tout à l'heure, le 1655 sexies, eh bien, on y ajoute un alinéa. C'est-à-dire, on dit, voilà, ce qui s'appliquait pour l'EIRL s'appliquera aussi dans ce cas-là. Alors, donc, ça vaut option pour l'impôt sur les sociétés. On vous dit l'option pour le statut de URL, et qui vaut option pour la société, est irrévocable. Simplement, l'article précise que, conformément au droit commun, vous le savez, depuis quelques années, quand une société, par exemple une société civile, une société de manière générale, a opté pour l'IS, elle peut y renoncer dans les 5 ans. Donc là, c'est pareil, là, ça sera pareil. L'article en question renvoie au droit commun. Il y a une précision quand même qui est apportée, parce que cet entrepreneur individuel qui donc sera à l'IS, d'abord, l'avantage que ça peut présenter cela, au fond, l'entrepreneur qui conservera son statut juridique plus ou moins, il pourra bénéficier des effets de l'IS. Est-ce que c'est mieux ou pas d'être à l'IS? C'est un débat qu'on a depuis longtemps. Est-ce qu'il vaut mieux être à l'IR ou à l'IS? Bon, il peut y avoir des avantages des deux côtés. Seulement, il y a une deuxième conséquence qu'il faut avoir présent à l'esprit, bien sûr. C'est que quand on est à l'IS, il y a les revenus distribués. Des revenus distribués. Et là, vous voyez que le législateur, la loi, a vu le danger. C'est que dans ce cas, les revenus distribués, si on n'avait pas changé la loi,
échapper aux cotisations sociales. C'était un élément d'évasion, d'évasion sociale. Et donc, la loi précise que s'il y a des revenus distribués, distribution officielle ou officieuse, comme on dit, pour la fraction de ces distributions qui dépasse 10% du bénéfice net, il y aura les cotisations sociales. Ce qui est d'ailleurs le même dispositif pour l'EIRL. Oui, l'EIRL qui passe à l'IS, c'est pareil. On a aussi ce système-là, au-dessus des 10%, on est soumis aux cotisations sociales. Donc voilà schématiquement quel est le système. Alors, l'entrée en vigueur. Ben, je reviens à ce que je disais au départ, voyez-vous. L'entrée en vigueur est subordonnée au vote de la loi sur le statut de l'entreprise individuelle. Comme je vous le disais, si tout va bien, ça devrait entrer en vigueur en février. Enfin, il faut suivre ça, parce que si ce n'est pas voté avant les élections, alors là on est retardé d'une bonne année, bien sûr. Donc, en tout cas, ça, c'est le premier volet de ce statut des indépendants. Le deuxième volet, c'est la faculté temporaire d'amortissement du fonds commercial. Alors, quelques mots de préambule avant d'en venir au dispositif prévu par la loi de finances, n'est-ce pas? Le fonds commercial, d'abord, vous savez, c'est une notion comptable, qui correspond à peu près, c'est pas tout à fait pareil, mais ça correspond au fonds de commerce. Enfin, soyons rigoureux, si vous voulez, dans le vocabulaire. Le fonds commercial, c'est une notion comptable, le fonds de commerce, c'est une notion juridique. Les deux coïncident assez largement, bien sûr. Donc, la question, oui, si on prend le problème par le haut, question, peut-on amortir un fonds de commerce? Vous voyez? Alors, a priori, évidemment, non, puisque qu'est-ce que c'est que l'amortissement? L'amortissement, c'est la constatation de la dépréciation d'un bien dû à l'usure du temps. Or là, une immobilisation incorporelle, comme un fonds de commerce, ne s'use pas par le temps. Ça peut se déprécier pour d'autres raisons, mais sûrement pas par le temps. C'est-à-dire, n'oublions pas quand même, restons sur terre, quand même, avant d'en venir au détail, n'oublions pas que la voie normale pour constater la dépréciation d'un fonds de commerce ou d'une IMO incorporelle, de manière générale, c'est la provision pour dépréciation. Alors évidemment, le régime de la provision n'est pas le même que le régime de l'amortissement, c'est évident. Alors tout de même, il faut dire deux mots de l'évolution de la jurisprudence, car c'est à partir de cette évolution, en fait, qu'a été élaborée la loi des finances. Alors la jurisprudence, depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire des années 90, a jugé que sous certaines conditions, des immobilisations incorporelles peuvent être amorties. Alors, la condition, c'est celle-ci, je le cite entre guillemets les termes du Conseil d'État, s'il est normalement prévisible que l'entreprise cessera d'utiliser cet IMO à une date déterminée. Normalement prévisible, oui, c'est la formule qui est utilisée, ça veut dire qu'on ne connaît pas très exactement la durée, mais elle est normalement prévisible. Alors ça avait été fait pour l'histoire, c'était pour les... La jurisprudence avait commencé, mais ça illustre un peu l'idée, ça avait commencé pour les droits que les producteurs de films ont sur le film. Vous voyez, quand ils ont produit le film, ils ont des droits pour les droits d'exploitation notamment. Alors ce droit, ils le perdent lorsque le film est diffusé à la télévision. Or, la plupart des films sont diffusés à la télévision. Et donc, à ce moment-là, ils perdent le droit. Alors, la seule question, c'est évidemment qu'on ne sait pas très exactement à quelle date ils seront diffusés à la télévision, mais c'est normalement prévisible, puisqu'on sait qu'ils seront diffusés à un moment donné. Donc, le Conseil d'État dit, si c'est normalement prévisible, on peut amortir. Alors, c'est là qu'on a, par exemple, l'amortissement de brevets d'invention, oui, pour une durée limitée, ou l'amortissement de contrats qu'on a pour une durée limitée aussi, par exemple. Oui. Mais, toujours dans les années 90, il y a un arrêt, l'arrêt de principe, qui est du 1er octobre 1999, où là, le Conseil d'État avait dit, en revanche, le fonds de commerce, lui, ne s'amortit pas, c'est de la clientèle. La clientèle, l'achalandage ne s'amortit pas. On peut faire une provision, comme je l'ai indiqué au départ, mais on ne peut pas amortir, dit le Conseil d'État. Donc, on en était là, vous voyez, depuis 1999. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui a changé, c'est la modification à partir de 2014 du plan comptable, vous voyez. Parlons comptabilité et ensuite on parlera fiscalité. Parlons d'abord comptabilité. 2014, le plan comptable, on commence à le modifier, alors sous l'influence évidemment d'une directive européenne, et l'on dit ceci, n'est-ce pas? Le plan comptable pose quand même un principe, il ne faut quand même peut-être le perdre de vue,
En principe, le fonds de commerce, le fonds commercial, pour reprendre l'expression comptable, le fonds commercial n'est pas amortissable. Ça, c'est le principe. Le principe parce qu'on ne connaît pas la durée d'utilisation, par définition, d'un fonds commercial. Donc, mais le plan comptable, ayant posé ce principe, prévoit tout de même des adaptations, des exceptions, en disant on pourra amortir un fonds de commerce, un fonds commercial, si on peut prouver que l'utilisation de ce fonds aura une durée limitée. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bien, par exemple, vous voyez, je l'évoquais un peu rapidement tout à l'heure, imaginez qu'un fonds de commerce soit l'exploitation d'un contrat, d'une concession, par exemple. Vous voyez, un contrat de durée limitée. Vous avez un contrat, vous exploitez, vous avez 10 ans. Donc là, vous voyez, le fonds comptable dit vous pouvez donc l'amortir. Et le plan comptable toujours précise que pour les petites entreprises, c'est-à-dire moins de 50 salariés, moins de 12 millions de chiffre d'affaires, les petites entreprises donc pourront la présomption sur 10 ans. Ça permet de l'amortir, la présomption de la durée serait 10 ans. Bien, vous voyez, c'est ce qui a changé par rapport à la jurisprudence des années 90, c'est ça, c'est l'évolution du plan comptable. Or, maintenant, faisons le lien entre la comptabilité et la fiscalité. Voyez-vous, que nous dit la fiscalité au regard du plan comptable? La fiscalité, il y a un principe de base qui est posé par un article dont je dis souvent en souriant qu'il devrait figurer au fronton de tous les cabinets d'experts comptables. C'est un article très court, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pourrait le mettre facilement au fronton. Il nous dit les entreprises doivent respecter le plan comptable pour le calcul du résultat fiscal, n'est-ce pas? Elles doivent respecter le plan comptable, sauf si ces dispositions du plan comptable sont incompatibles avec les règles fiscales, avec la fiscalité. Et donc, revenons à ça. Le plan comptable dit, sous certaines conditions, vous pouvez amortir un fonds commercial. Et alors là, un tribunal administratif, le tribunal d'Orléans, a été saisi d'une affaire. Une petite pharmacie, une petite entreprise, incontestablement, dit, ben moi, je suis dans le plan comptable. Le plan comptable me permet d'amortir, j'amortis sur le plan comptable, est-ce que ça, je veux le déduire? L'administration, monsieur, dit non, vous ne pouvez pas déduire. Or, bon, je passe les péripéties. Et le tribunal administratif, comme c'est une procédure un peu particulière, il demande son avis au Conseil d'État. Il dit au Conseil d'État, est-ce qu'on peut amortir? Le Conseil d'État dit non. Il reprend ces principes de 98. Non, non, non. Pourquoi? Eh bien, là aussi, reprenons les termes de l'article 38 quater, annexe 3. Le Conseil d'État dit c'est incompatible avec les règles fiscales. Donc, vous pouvez amortir sur le plan comptable, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas déductible sur le plan fiscal. Ça, l'avis du Conseil d'État, c'était le 8 septembre 2021. Monsieur Macron, le président, présente son plan la semaine d'après. Et alors là, il dit, ben oui, donc le Conseil d'État vient de dire qu'on ne pouvait pas, mais bon, on ne va pas s'arrêter à ces détails, c'est-à-dire qu'à titre temporaire, on va permettre la déduction, à savoir ce que dit la loi de finances, n'est-ce pas? Il dit, eh bien, la loi de finances, regardons-la de très près quand même, parce que vous savez, il faut lire les textes à la lettre. La loi de finances dit ceci. Un, le principe. L'amortissement des fonds de commerce n'est pas déductible. Voilà, bon, on pose le principe, vous voyez, mais on ajoute un alinéa, par exception, en quelque sorte, on pourra amortir l'amortissement, on pourra déduire exactement l'amortissement comptabilisé. Arrêtons-nous une seconde ici, puisqu'on peut déduire l'amortissement comptabilisé, ça veut dire qu'on est dans les conditions prévues par le plan comptable. Il faut qu'on remplisse les conditions, vous voyez, que je les ai rapidement résumées tout à l'heure. Donc, pour l'amortissement qui a été ainsi comptabilisé, il pourrait être déduit, mais à titre simplement temporaire, pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Voilà, ça là, c'est une faculté temporaire, bien sûr, pour permettre, comme ça a été dit par le président, pour permettre aux entreprises de démarrer, en fait, en quelque sorte. Mais, je rappelle encore une fois, je me permets, vous voyez, le principe, c'est que ce n'est pas déductible. Ça, c'est une exception, et une exception temporaire. Ensuite, autre précision apportée toujours par la loi de finances, ça paraît logique, on ne peut pas cumuler un amortissement et une provision, puisque je vous ai dit que la voie normale, finalement, de la constatation des prestations, c'est la provision, donc on ne peut pas cumuler les deux. Alors, simplement ici, la loi des finances, sur ce point, apporte une solution originale, parce que, vous savez,
de manière générale, quand une provision est sans objet, quand elle devient sans objet, qu'elle n'est pas déductible, on la réintègre dans l'exercice durant lequel elle devient sans objet. Là, la loi de finances prévoit une réintégration échelonnée sur plusieurs exercices, vous voyez. C'est-à-dire qu'on réintégrera ceci, c'est une situation un peu particulière. On nous dit, on réintégrera donc sur plusieurs années la différence entre le montant de l'amortissement qu'on aurait pu comptabiliser, c'est-à-dire par exemple si c'est la petite entreprise sur 10 ans, le 10e, donc l'amortissement qu'on aurait pu comptabiliser, si on avait comptabilisé intégralement, et le montant qu'on a effectivement comptabilisé parce qu'on avait par ailleurs une provision. Donc, on n'a pas comptabilisé l'intégralité de l'amortissement. Et donc, ce qu'on réintègre donc, chaque année, ce sera ça, la différence entre le montant qu'ils auraient pu comptabiliser, l'amortissement, et moins le montant de l'amortissement qu'ils ont effectivement comptabilisé. C'est un système un tout petit peu particulier qui est fait. Alors, là, encore une fois, vous voyez, c'est temporaire pour le 2025, mais n'oubliez pas, je termine là-dessus sur ce point-là, n'oubliez pas le principe, c'est que ce n'est pas déductible. Ce n'est qu'une exception temporaire, comme ça, mais qui ne sera certainement pas renouvelée. Ça, c'était donc le deuxième volet de ceci. Troisième volet, le régime des plus-values. Régime des plus-values. Alors, les exonérations de plus-values qui sont prévues alors, dans deux cas, plus un troisième. C'est-à-dire, premier cas, l'entrepreneur individuel cède son entreprise au moment du départ à la retraite. Premier cas, oui, l'article 151 septies, grand A, comme modifié. Deuxième cas, la cession d'une entreprise individuelle, là aussi, ou d'une branche complète d'activité, pour une valeur, pour un prix inférieur à un certain montant, c'est les 300 000. Vous voyez, en dessous de 300 000, on est exonéré totalement de la plus-value, et entre 300 000 et 500 000, on est exonéré partiellement. Ça, c'est donc le deuxième dispositif qui est qui est amélioré. Et le troisième dispositif, c'est lorsque le dirigeant d'une PME, dirigeant d'une société, prend sa retraite et vend les parts de la société. Et dans ce cas, vous savez, il bénéficie, sous certaines conditions sont remplies, il bénéficie d'un abattement forfaitaire de 500 000 € sur le montant de la plus-value, ce qui d'ailleurs, au passage, pour la plupart des PME, aboutit à une véritable exonération, parce qu'on peut faire des plus-values de plus de 500 000, enfin, ce n'est quand même pas le cas le plus général. Et donc, reprenons ces trois points. Premier point, donc, le départ à la retraite pour l'entrepreneur individuel, ici. Et là, on modifie le texte sur deux points essentiels. Premier point, jusqu'à présent, lorsque le fonds était donné en location-gérance, je vous rappelle que pour bénéficier de l'exonération, il fallait vendre au locataire, n'est-ce pas? Ce qui suscitait quelques difficultés. Vous avez peut-être été confronté à ça. Il fallait faire un montage, voire un peu compliqué, pour essayer de tourner cette difficulté. Donc, comme finalement, ça ne se justifiait plus, parce que bon, ce qu'on avait fait, ça date de 2006, c'est ça. Donc, à l'origine, l'idée, c'était de dire, mais quand on donne un fonds en location-gérance, c'est pour préparer la transmission. Finalement, à la réflexion et à l'application, ce n'était pas une très bonne idée. Donc, on modifie le texte en disant que dorénavant, on pourra bénéficier de l'exonération même si on vend à un tiers, n'est-ce pas? Notez simplement que la loi de finances dit qu'il faut vendre l'intégralité du fonds qui a été donné en location-gérance. Donc, ça, c'est le premier, c'est la première disposition. Deuxième disposition, voyez-vous, lorsque, donc une fois, entrepreneur individuel qui prend sa retraite, il fait valoir ses droits à la retraite, n'est-ce pas? Il prend sa retraite et il cède après, n'est-ce pas? C'est-à-dire la prise en compte de la retraite intervient avant la cession. Dans ce cas, vous savez, la loi disait jusqu'à présent, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, il faut que la cession intervienne dans les 24 mois, c'est-à-dire dans les 2 ans, si vous voulez, de l'admission à la retraite. Alors, à la réflexion, ce délai a été considéré comme étant court, trop court. C'est lié à la Covid. Et vous allez voir que si je précise ça, c'est parce que, en fait, c'est une disposition transitoire et temporaire. C'est lié à la Covid. Avec la Covid, on a constaté une chose, vous l'avez sans doute constaté aussi autour de vous, peut-être, c'est qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, de commerçants ou autres,
ont voulu prendre leur retraite en disant, écoutez, vous savez que cette Covid, ça fait des difficultés, bon, j'en ai assez, etc. Donc, je prends ma retraite. Je prends ma retraite et ensuite, une fois que j'ai pris ma retraite, oui, je vendrai, j'essaierai de vendre. Et là, les 24 mois en période de crise ici paraissaient évidemment un tout petit peu court. Donc, les 24 mois deviennent 36 mois, n'est-ce pas? Ça devient 3 ans, mais je me permets d'attirer surtout les conditions. Première condition, je viens de l'évoquer, l'admission de droit à la retraite intervient avant la cession. On part en retraite avant, ça précède. La retraite précède la cession, donc c'est là 36 mois. Les deuxième condition, la disposition est temporaire. Je vous ai dit que c'était lié à la Covid. Et donc, ça ne concernera que les gens qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. C'est pour le passé, en quelque sorte. Voyez-vous, c'est bien pour essayer d'apurer, pour essayer de régler les problèmes qui sont liés à la Covid. Vous voyez, les deux dates qui sont ainsi données. Donc ça, c'est les assouplissements donc, pour le départ à la retraite, la vente de l'entreprise individuelle en cas de départ à la retraite. Deuxième dispositif, l'exonération en fonction de la valeur du bien transmis, les 300 000. Alors, jusqu'à présent, donc, on était exonéré en totalité lorsque on transmettait des biens d'une valeur inférieure à 300 000 et lorsque exonération partielle entre 300 000 et 500 000. On augmente les seuils. C'est-à-dire que dorénavant, on sera exonéré si la valeur ne dépasse pas 500 000, on sera exonéré en totalité. Et si la valeur dépasse 500 000, mais pas 1 million, entre 500 000 et 1 million, il y aura une exonération partielle, voyez-vous. Donc, c'est une augmentation des seuils, une augmentation qui est évidemment importante, bien sûr, et qui va accroître peut-être le champ d'application du système. Il y a une petite précision que je voulais qui fait dans la loi de finances et sur laquelle j'attire votre attention. Pour l'appréciation du seuil en question, des seuils, de 500 000, le million ici. Jusqu'à présent, dans l'article qui régit cela, qui est l'article 238 du CGI, pour l'appréciation des seuils, on se référait, enfin, la loi se référait à la base des droits de mutation, des droits d'enregistrement. On disait 300 000, c'est le montant de la base des droits d'enregistrement. Parce que, évidemment, lorsqu'on vend une clientèle au fonds de commerce, prenons le cas simple, on vend un fonds de commerce, pour le vendeur, la question c'est la plus-value, mais l'acquéreur, lui, doit acquitter le droit de mutation. C'est l'acquéreur qui paie le droit de mutation. Et donc, on se fondait là-dessus. On modifie le système, c'est-à-dire on ne se fondera plus, on ne se réfère plus à la base des droits d'enregistrement. On dit c'est donc le prix qui a été payé ainsi que toutes les indemnités qui sont remises au vendeur, quelle que soit la cause et de ces indemnités. Oui. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Nous avons beaucoup discuté dans le débat parlementaire, on attend quand même les commentaires administratifs, mais ce qui est en cause, en arrière-plan de ce changement qui paraît innocent, c'est le fait qu'éventuellement, on tiendrait compte pour l'appréciation des 500 000 ou du million de la valeur de l'actif circulant, du stock, vous voyez, la vente du stock. Parce qu'en effet, faisons un petit détour par les droits d'enregistrement. Quand on vend un fonds de commerce et qu'on vend le stock en même temps, en droit d'enregistrement, le stock, ça s'appelle les marchandises neuves. Vous voyez, et les ventes de marchandises neuves relèvent de la TVA. Et par conséquent, normalement, la valeur du stock n'est pas comprise dans la base des droits d'enregistrement puisque ça participe de la base de la TVA. Et donc, en changeant la formule dans la loi, ce qui est très possible, ce qui est même probable, mais attendons quand même les commentaires administratifs, ce serait ça. Vous voyez, en commission des finances à l'Assemblée, on a beaucoup parlé, mais ça serait ça. Ça serait de dire, pour l'appréciation des 500 000, maintenant, on tiendra compte non seulement de la valeur du fonds lui-même, mais aussi de l'actif circulant, c'est-à-dire du stock. Voilà. Attendons les commentaires, mais c'est probablement ce qui se passera. Sur cet article 238, c'est-à-dire sur les 500 000 et 1 million maintenant, deuxième précision, la même que pour la retraite. C'est-à-dire qu'en cas de mise en location-gérance, on pourra dorénavant vendre aussi à un tiers. Parce que dans cet article-là, c'était le même que l'autre. On disait, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération que si vous vendez au locataire. Donc là, on reprend le même assouplissement.
Et ensuite, pour, la dernière chose, c'est le dirigeant de PME qui vend les parts de sa société, les 500 000, hein, l'abattement forfaitaire des 500 000. Et là, pour l'abattement forfaitaire des 500 000, vous savez que normalement, la loi disait qu'il s'arrêtait en 2022, alors on le reporte jusqu'en 2024. Ça s'appliquera jusqu'en 2024. C'était attendu d'ailleurs, mais enfin bon, il valait mieux que ça soit écrit. Et puis le dernier volet de ce plan ici, le dernier volet, c'est la formation, le crédit d'impôt formation. Alors, il se trouve que les organisations professionnelles, et d'ailleurs également le gouvernement, se préoccupent pas mal de ce problème de formation des chefs d'entreprise. On voudrait inciter les chefs d'entreprise à se former un peu plus. Alors, il existe déjà depuis longtemps un crédit d'impôt formation pour les chefs d'entreprise. Alors, je vous le rappelle en 2 mots, il s'agit d'un crédit d'impôt qu'on calcule comme ceci. On prend les heures de formation multipliées par le montant horaire du SMIC, n'est-ce pas? Le SMIC, c'est ça, le crédit d'impôt, et il y a un plafond. Le plafond, c'est en principe 40 heures de formation par an. Alors, ce qui est fait dans la loi de finances pour essayer d'encourager les chefs d'entreprise à se former, c'est de doubler ce crédit d'impôt. Alors, pour les dirigeants de micro-entreprises, alors les micro-entreprises, c'est moins de 10 salariés, hein, c'est les petites entreprises, alors, pour lesquelles c'est vrai que les dirigeants ne se forment pas volontiers. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est une préoccupation qu'ont aussi les organisations professionnelles. Hein. C'était demandé aussi par les organisations professionnelles, le MEDEF, la Chambre des métiers, tout ça, qui aussi avait poussé. C'est un peu pour ça qu'ils ont dit, mais il faudrait faire quelque chose pour les encourager. Donc voilà, pour la BICIS, vous voyez, l'essentiel, ce plan-là. Alors, je voudrais rajouter pour les BICIS, mais aussi d'ailleurs pour les BNC, en l'occurrence, une petite modification, mais qui peut avoir son intérêt pratique, vous voyez. Pour BIC, pour les gens qui sont au micro, qui veulent opter pour le réel simplifié, ou qui veulent ensuite renoncer à l'option. Et pour les BNC, pareil. Vous savez, ceux qui sont au micro, qui veulent opter pour le régime réel de la déclaration contrôlée, ou qui veulent y renoncer. Alors, jusqu'à présent, ces options et ces renonciations, pour l'essentiel, devaient être présentées avant le 1er février de l'année. Alors, ici, le 1er février apparaissait trop tôt, parce qu'au 1er février, on ne dispose pas nécessairement de tous les éléments de comptabilité, hein, tous les éléments de la comptabilité encore. Et donc, vous voyez que le contribuable n'était pas à même d'apprécier de manière concrète et sereine s'il avait intérêt à opter ou s'il avait intérêt à renoncer. Et donc, pour lui permettre de mieux apprécier, on reporte la date du 1er février jusqu'à la date de souscription de la déclaration, c'est-à-dire au début mai. Vous voyez. Alors, pour tous les cas, c'est-à-dire l'option du micro BIC pour le réel ou réel simplifié, donc problème, la renonciation, pareil, la date de la déclaration. Pour les BNC, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée était déjà mise. L'option, c'était la date, c'était la date de la déclaration, donc on la maintient, mais pour la renonciation, c'était le 1er février, donc pour la renonciation à l'option, pour les BNC aussi, on passe à la date de la déclaration. Oui, petite question très pratique, mais finalement, ça peut être évidemment intéressant de ceci. Alors ensuite, passons à la TVA maintenant, pour les principales choses en matière de TVA. Alors en matière de TVA, nous avons, comme je vous l'indiquais, pris quelques mesures dites de simplification ou d'adaptation au droit européen. Alors, je vous propose de voir trois séries de points pour la TVA. Donc, cette adaptation au droit européen, quelques mesures dont certaines sont bien intéressantes. La deuxième série, c'est, comme je vous l'ai indiqué, la clarification du champ d'application, notamment du taux réduit, en particulier pour les denrées alimentaires. Et puis un mot sur la facturation électronique. Alors d'abord, sur le premier point, l'adaptation, notamment au droit européen. Alors ici, trois points. Il y a d'autres petites choses, mais enfin, ce sont des détails. Donc, 3 points qui me paraissent importants. Alors d'abord, pour les personnes qui font des opérations intracommunautaires, vous savez, des acquisitions, des livraisons intracommunautaires, vous savez que ces personnes doivent déposer une déclaration d'échange de biens, qu'on appelle la DEB. Alors cette DEB, en fait, jusqu'à présent, avait 2 fonctions distinctes. Elle avait une fonction statistique, alors qui est assurée, qui est la compétence des douanes, cela, et puis elle avait une fonction fiscale, c'est-à-dire le contrôle, évidemment, le contrôle de ces opérations. Alors, ce qui est fait ici, vous voyez qu'il n'y ait pas de malentendu peut-être quant à la formulation des choses,
on dit on supprime la DEB. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de déclaration, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on sépare les deux fonctions, voyez-vous, la fonction statistique et puis la fonction fiscale. Autrement dit, voyez, qu'est-ce qui se passera? Les douanes qui sont compétents pour faire les fonctions statistiques, les douanes sont en train de le faire, là, ils ont donné des directives récemment. Les douanes vont faire des études statistiques de droit commun, c'est-à-dire ils sont en train d'élaborer un échantillon d'entreprises et dans cet échantillon, bon, ils vont recueillir les renseignements qui leur permettront de faire les statistiques, précisément, voyez-vous. Et alors du côté des impôts, ben, vous savez, il y a l'état récapitulatif des clients, et bien c'est ça qu'il faudra continuer de faire, bien sûr, ça ne s'appellera plus la DEB, mais c'est l'état récapitulatif des clients. Mais, il faudrait qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que j'ai cru comprendre dans certains cas, dans certaines conversations, que les gens disent « Oh, et du coup, maintenant, on ne fait plus rien ». Non, non, c'est simplement, vous voyez, la séparation de ces deux choses entre les douanes donc, et les impôts. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, et qui me permettra peut-être d'élargir un peu le propos, vous allez voir. Il s'agit du cas de l'option, des options pour la TVA qui sont formulées par les établissements financiers, c'est-à-dire par les banques. Vous savez que les banques, si je résume rapidement leur situation, sont en principe exonérées de la TVA, notamment pour toutes les opérations de crédit. Elles sont soumises obligatoirement à la TVA pour quelques opérations qu'elles peuvent faire, par exemple des consultations. Et puis, il y a une liste d'opérations pour lesquelles elles peuvent opter. Elles sont en principe exonérées, sauf qu'elles peuvent opter pour ces opérations. Et alors là, l'interprétation de l'administration, c'était de dire, si vous voulez opter, vous devez opter pour tout. C'est tout ou rien, vous voyez, il y a une liste d'opérations, vous devez opter pour tout, vous ne pouvez pas faire un choix entre les différentes opérations. Et là, ce n'était pas pour ça, ce système d'options globales n'était pas conforme à la directive, et c'est la raison pour laquelle on change le système en disant, dorénavant, ils pourront opter opération par opération. Mais, comme je l'ai dit, j'élargis le débat, parce qu'en fait, c'est la même idée qui a présidé au changement d'une autre option, alors dans la jurisprudence et puis dans la doctrine administrative, une autre option qui nous est plus familière, c'est l'option pour les locations. Vous savez, quand on fait une location en nu, on peut opter, sauf si le local est affecté à l'habitation, on peut opter, n'est-ce pas? Or, dans ce cas, vous savez ce que dit le Code général des impôts. Le Code général des impôts nous dit que chaque immeuble constitue un secteur distinct d'activité pour le calcul des déductions. Chaque immeuble, c'est un secteur distinct. Et l'administration avait tiré de ce principe une conséquence excessive. L'administration disait, mais puisque chaque immeuble est un secteur distinct, si vous avez plusieurs locaux à l'intérieur du même immeuble, vous devez opter pour tous les locaux. Si vous voulez opter pour la TVA, comme pour les banques, c'est tout ou rien. Vous avez plusieurs locaux, vous pouvez opter pour tous les locaux. Vous devez opter pour tous ou pour aucun. Et c'est là que la jurisprudence, il y a quelques mois, a dit non, non, on peut opter local par local. Et donc l'administration, évidemment, elle a dû se résoudre à ça, donc elle a modifié sa doctrine, et effectivement, on peut faire une option local par local. Voyez-vous, à condition de bien préciser le local pour lequel on opte. Oui, c'est intéressant parce que du coup, on pourra opter pour des locaux. En principe, on l'optera si le locataire est lui-même soumis à la TVA, comme ça il pourra déduire, vous voyez, on pourra faire ses choix. Oui, c'est le même esprit qu'on trouve. L'option ne peut pas être globale, il faut faire des options cas par cas. Enfin, la dernière petite chose résultant de cette simplification, je dirais, et adaptation au droit européen, c'est l'exigibilité là sur les acomptes, ce que je disais en préambule, à savoir, vous avez des livraisons, c'est-à-dire les livraisons, ce sont les ventes en fait. En matière de TVA, le mot livraison, c'est pris dans son sens juridique. La livraison, c'est de la vente en réalité. Alors, c'est-à-dire que le mot livraison, ici, ce n'est pas le mot de langage courant. Le langage courant, quand on dit je vous livre un produit, en TVA, ça s'appelle la remise matérielle, c'est du produit. Donc, le mot livraison qui renvoie au Code civil, c'est le transfert de propriété. Bien. Alors, ici, donc, quel est le fait générateur de la TVA sur les livraisons? C'est la livraison, précisément. Et l'exigibilité, c'est aussi la livraison. C'est-à-dire les deux dates coïncident. La date du fait générateur et la date de l'exigibilité, c'est donc la livraison. Puisque l'exigibilité, c'est donc le transfert de propriété, ça signifie que si on paie un acompte avant le transfert de propriété, l'exigibilité, a priori, n'intervient pas. Et donc, jusque-là, jusqu'à présent, il n'y avait pas de TVA sur les acomptes.
en cas de vente, en cas de livraison. C'est différent, évidemment, pour les prestations de services, où là, l'exigibilité, c'est l'encaissement. Ça aussi, ce n'était pas conforme à la directive européenne. Donc, dorénavant, on dira, alors il y a un petit décalage pour l'entrée en vigueur, je vais vous le dire dans une seconde. Donc, en cas de paiement d'un acompte, la TVA sera exigible. Et ceci à partir du 1er janvier 2023. On décale un peu d'un an l'entrée en vigueur. Alors, pourquoi? D'abord, il faut se référer, il faut se conformer à la directive, ça je vous l'ai dit. Mais il y a une autre raison, n'est-ce pas, qui a conduit le législateur à faire ça, parce que du coup, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça avance la date de la déduction sur le montant de l'acompte, vous voyez, parce que la déduction chez l'autre partie, le droit de déduction naît lorsque naît l'exigibilité chez l'autre. Vous savez, c'est ça le mécanisme. C'est exigible chez l'un et c'est à partir de cette date que c'est déductible chez l'autre. Et donc, en disant l'acompte est soumis à la TVA, est exigible, ça veut dire que l'autre, celui qui le paie, pourra déduire. Vous voyez, c'est donc ça anticipe un peu la déduction et au fond, ça pourra permettre également de favoriser les acomptes, de favoriser le paiement des acomptes, bien sûr. Ensuite, donc en TVA, je vous l'ai dit, quelques mots sur les taux. Alors, en particulier, les taux sur les denrées alimentaires. Alors, les denrées alimentaires, alors, il y a, vous savez, qui sont destinées à la consommation humaine, et puis il y a aussi les denrées qui sont destinées à la consommation animale. Alors, quand même, on fait une distinction entre les deux. Pour la consommation humaine, c'est 5,5, et pour la consommation animale, c'est 10. Bon, laissons les animaux et concentrons-nous sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, parce que c'est quand même ça le point le plus important, bien sûr. Alors, jusqu'à présent, n'est-ce pas, quelles sont les denrées qui sont soumises au taux de 5,5, qui sont au taux réduit, n'est-ce pas? C'est les denrées alimentaires, à l'exception de quelques-unes d'entre elles, c'est-à-dire les exceptions sont bien connues. Vous avez la margarine, d'abord. Par parenthèse, ça c'est vieux, c'est les agriculteurs qui avaient demandé ça pour que la margarine ne fasse pas concurrence au beurre. Donc il y a aussi le chocolat qui sont soumis au taux normal. Ça, j'avais posé la question à un vieux de la vieille de la TVA au ministère des Finances, il ne se souvient plus pourquoi. Donc plus personne ne se souvient pourquoi on a mis du chocolat. Ensuite, il y a les boissons alcooliques et puis ensuite il y a le caviar. Le caviar, malgré tout, quand même, on l'a mis au taux normal. Donc, ça, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent. Suite à une jurisprudence de la Cour de justice, il a fallu y rajouter ceci. Autrement dit, dorénavant, dans les denrées alimentaires, il y aura 3 cas à 5,5%. Il y aura d'abord les denrées alimentaires proprement dites, ensuite les produits qui servent à la préparation de ces denrées alimentaires. Et donc là, l'administration nous dira ce que sont ces produits-là. Il va falloir avoir quelques connaissances culinaires pour savoir ce que sont les produits. Et puis, le troisième hypothèse, c'est celle qui posera le plus de problèmes d'ailleurs, ce sont les compléments aux denrées alimentaires, les compléments nutritifs. Vous voyez, ce qu'on prend en plus, ces différents compléments. Alors, qu'est-ce que c'est que ces différents compléments? Alors là, la Cour de justice a donné une définition qui dit que c'est des compléments qui permettent de maintenir l'organisme, vous voyez, qui lui permettent d'être en forme en quelque sorte. Bon, et ça, il faudra ici que l'administration nous donne aussi la liste de ces compléments nutritifs. On voit bien à peu près ce que ça peut être, ces compléments nutritifs. Enfin, certains sportifs, d'ailleurs, peuvent vous en parler avec on ne sait pas. Alors, pour la petite histoire, d'ailleurs, la Cour de justice, je vous dis, c'est à l'occasion de se prononcer là-dessus. La Cour de justice a été saisie d'une question dont l'importance pratique ne vous échappera certainement pas, n'est-ce pas? Parmi les compléments dont on lui demandait à quel taux il fallait les taxer à la TVA, il s'agissait des aphrodisiaques. Voilà. Autrement dit, est-ce que l'aphrodisiaque peut bénéficier du taux réduit de 5,5? Oh, la Cour de justice a été prudente sur cette question. Et la Cour de justice l'a donné, la définition, je vous l'ai dit, c'est pour maintenir l'organisme, etc. Alors la Cour de justice a dit, les aphrodisiaques peuvent avoir d'autres effets, je ne sais pas lesquels. D'autres effets, on verra. Donc, la Cour de justice, ça peut avoir d'autres effets. Donc, a priori, mais là, la Cour de justice a été très, très, très prudente. Ils ont tapé en touche, vous savez, comme on dit dans le terrain de rugby. Ils ont dit, a priori, les aphrodisiaques, ça ne devrait pas relever du taux de 5,5, mais on dira au tribunal de se prononcer. Voilà, ils ont envoyé ça au tribunal. C'est le tribunal qui leur avait posé la question. C'est un tribunal hollandais, je crois. Et donc, dit, ben, vous, les Hollandais, débrouillez-vous. Dites-nous si les aphrodisiaques sont au taux réduit ou pas.
problème évidemment très important, vous l'imaginez. Bref, ensuite en TVA, donc 2 mots sur la facturation électronique. Alors, je vous rappelle que ça, c'était la loi de finances pour 2020 qui nous disait que la facturation électronique allait être mise en œuvre et que la mise en œuvre serait faite par voie d'ordonnance, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui devait prendre une ordonnance, il l'a fait. Donc l'ordonnance a été prise au mois de septembre dernier, le 15 septembre 2021. Alors les ordonnances, en principe, doivent être ratifiées par le Parlement, par une loi. Alors c'est ce que faisait la loi de finances. Simplement, il y a un petit problème de procédure constitutionnelle, n'est-ce pas, qui fait que le Conseil constitutionnel a dit que la ratification ne doit pas figurer dans la loi de finances, mais doit figurer dans une autre loi. Et donc, ça sera ratifié dans une autre loi parce que sur le fond, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là que l'ordonnance décrit ce que sera la facturation électronique. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette ordonnance, c'est surtout les modalités de l'entrée en vigueur, vous voyez, qui sont maintenant précisées. Elles pourront changer, on ne sait jamais, mais ça pourra préciser. Pour les grandes entreprises, ce sera 2024, en principe le 1er juillet. Pour les entreprises de taille intermédiaire, ce sera 2025. Et pour les petites et moyennes entreprises, ce serait 2026. N'est-ce pas? C'est à partir de 2026. Donc, c'est à partir, pour l'immense majorité de ceux que nous connaissons, c'est-à-dire les PME, ça serait donc 2026 qui seront obligés de faire la facturation électronique. Notez quand même au passage que dès lors que les grandes entreprises ou les entreprises intermédiaires doivent faire la facturation 2024-2025, si la PME travaille avec ces grandes entreprises, elle doit être en mesure de recevoir la facture, parce que la grande entreprise ou l'entreprise de taille intermédiaire lui enverra une facture électronique, ce sera obligatoire. Oui. Donc, quand on dit que c'est reporté en 2026, c'est pour l'émission de la facture, mais pour la réception, évidemment, il faudra qu'ils prennent leurs dispositions dès maintenant. Alors, bon, ici on n'a pas le temps, c'est pas dans la loi de finances, c'est dans l'ordonnance, vous aurez l'occasion de l'entendre reparler. La facturation électronique, peut-être qu'au départ, on va un peu tâtonner, n'est-ce pas? Mais je vous rassure tout de suite, c'est relativement simple. On fait passer par une plateforme. Ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà. Il y a une plateforme publique qui existe déjà, ça s'appelle le Chorus. Parce que d'ores et déjà, depuis déjà plusieurs années, les organismes publics sont soumis à la facturation électronique. Autrement dit, si vous faites une facture pour un organisme public, vous êtes obligé de passer par cette plateforme, par Chorus. Et donc, on a une petite expérience. C'est assez facile, je dois dire. Il y a un critère que je vous donne, j'y suis arrivé. Donc là, puisque moi, je suis arrivé à franchir cet obstacle, c'est facile, en fait, relativement. Il faut placer sur la plateforme, il faut mettre la base de la TVA, il faut savoir si vous êtes exonéré ou pas. Enfin bref, encore une fois, c'est assez facile, j'y suis arrivé, c'est un critère. Donc ça, vous aurez l'occasion sans doute d'en entendre parler. Alors, pour continuer, pour terminer donc rapidement, 2 mots sur le recouvrement d'abord. Alors, dans le recouvrement, il y a d'abord une série de textes qui n'appellent que très peu de commentaires. Il s'agit je dirais, de la clarification des textes sur le recouvrement forcé des impôts. C'est-à-dire, le fisc dispose d'un privilège sur les biens de caractère immobilier qu'il peut faire donc vendre. C'est un privilège qu'il emporte sur tous les autres, sauf le super privilège des salariés en cas de liquidation, notamment d'entreprise. Alors ici, le texte borne à unifier ce régime, parce que jusqu'à présent, il y avait des textes divers pour la TVA, pour les impôts directs, on unifie tout ça, on ne modifie pas le fond, mais c'est simplement la présentation. Alors de même pour l'hypothèque légale, puisque vous savez, le Trésor public dispose de la possibilité de prendre une hypothèque légale pour le paiement des impôts sur les immeubles, évidemment. Et donc là, la loi de finances élargit la possibilité de l'hypothèque légale à toutes les créances publiques, et donc pas simplement aux impôts proprement dit, donc toutes les créances publiques. Ensuite, il y a une petite précision qui est faite à propos de la saisie administrative à tiers détenteur, vous savez, notamment pour adresser aux employeurs. C'est-à-dire que la saisie administrative à tiers détenteur, comme son nom l'indique un peu, une personne qui doit payer une somme à une autre, et cette autre personne, le bénéficiaire de la somme, s'il a une dette fiscale, eh bien l'administration peut lui adresser une saisie à tiers détenteur en disant vous devez payer une fraction de cette somme au fisc. Et donc, en ce qui concerne les employeurs soumis par ailleurs à la souscription de la déclaration sociale nominative, la DSN, on pourra
l'administration leur adressera cet avis interdétenteur par voie électronique. On adressera par voie électronique, ce qui conduira l'intéressé à devoir répondre, et l'autre obligation qui incombera à l'employeur, ce sera évidemment d'informer le salarié. Alors, dans ce cas, on ne saisit pas la totalité du salaire. Oui, c'est très réglementé, c'est-à-dire c'est une fraction simplement du salaire qui est versé. On ne peut pas saisir la totalité du salaire, mais toutefois, c'est très, très réglementé. La dernière petite chose sur ce recouvrement forcé, c'est une précision à propos des procédures de surendettement. Alors, vous savez, dans l'endettement, il peut y avoir des dettes fiscales, puis des dettes sociales aussi. Et alors, dans les dettes sociales et fiscales, il peut y avoir une partie qui est constituée par des amendes, par des majorations. Vous voyez ? Alors, dans les dettes sociales jusqu'à présent, ces majorations ne pouvaient être remises qu'avec l'accord de la sécurité sociale. Or, cette condition, enfin l'exigence de l'accord, n'était pas prévue pour les impôts. Alors, c'est ce qu'on prévoit ici. C'est-à-dire que les majorations, par exemple, pour des abus de droit, vous voyez, un cas de ce genre, ne pourront être remises par ces commissions de surendettement qu'avec l'accord du fisc. C'est évidemment une garantie, et c'est la même chose pour le social. Vous voyez, on unifie les règles du social et les règles du fiscal sur ce point précis. Et puis ensuite, pour le recouvrement, je vous le disais, il y a la question de la responsabilité solidaire en cas de divorce. Alors, 2 minutes là-dessus, parce que c'est un problème qui est souvent un problème extrêmement épineux et parfois, d'ailleurs, un problème presque dramatique pour certains. Alors, je vous rappelle les données du problème, n'est-ce pas, le contexte. Les époux mariés ou pacsés sont solidairement responsables pour le paiement de l'impôt sur le revenu des revenus du foyer, et puis aussi pour le paiement de la taxe d'habitation s'ils vivent sous le même toit, ce qui est quand même le cas le plus général pour des époux. Et donc, cette solidarité, ça exerce également après divorce, après le divorce ou après la rupture du contrat de Pacs. Donc, la solidarité subsiste, mais le Code général des impôts prévoit que l'un des deux ex-époux pourra demander une décharge de responsabilité. Alors, la décharge de responsabilité, il faut bien voir ce que c'est, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si l'un des deux époux demande sa décharge de responsabilité, il demeurera redevable quand même de quelque chose. C'est-à-dire que dans ce cas, si on le décharge de sa responsabilité, il sera redevable de l'impôt sur ses propres revenus, bien sûr, et de l'impôt sur la moitié des revenus communs. Vous voyez, ça ne veut pas dire que la décharge, ça veut pas dire qu'il est déchargé de tout. Donc, cette demande en décharge de responsabilité est soumise à un certain nombre de conditions qui sont prévues par l'article du Code général des impôts, le 1691 bis. Il y a 3 conditions. Première condition, la séparation, alors qui résulte d'un divorce ou d'une rupture du contrat de Pacs. L'administration admet qu'on puisse le demander aussi en cas de séparation de fait, mais c'est plus délicat parce qu'à ce moment, il faut le prouver. Et vous voyez, la preuve n'est pas toujours facile à apporter. Deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait de fraude, vous voyez, parce qu'il peut y avoir des divorces fiscaux. Là, ça existe, des divorces fiscaux. Alors, le divorce fiscal, en 2 mots, je ne vais pas vous donner de mauvaises idées, c'est pour éviter l'impôt sur la fortune, l'ISF ou maintenant l'IFI, vous voyez. Alors, les gens divorcent en disant comme ça sépare le patrimoine. Ils sont la moitié chacun, et donc chacun des deux est en dessous du seuil d'imposition. Mais comme ils s'entendent bien, a priori, n'est-ce pas, puisque c'est un divorce de paiement fiscal, ils vont continuer à vivre ensemble. C'est pour ça que la loi sur l'ISF, comme l'IFI d'ailleurs, prévoit que le foyer fiscal est formé aussi par les concubins. Vous savez la différence avec l'IR. C'était pour lutter contre ça, contre ces divorces fictifs, parce que ça existait. Pour la toute petite histoire, c'est quelqu'un qui avait alerté. Je me souviens quand on rédigeait la loi sur l'impôt sur la fortune, il y a un ancien préfet en retraite qui avait fait un article dans le Figaro pour dire tout le mal qu'il pensait de l'impôt sur la fortune, mais qui avait dit ça. Il avait dit, mais moi, de toute façon, je ne le paierai pas. Donc, je vous avais expliqué ça. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a changé dans la loi. On va y mettre des concubins. Bref, ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, alors celle-là, c'est celle-là qui est la plus importante. Il faut qu'il y ait une disproportion entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Voilà, c'est ça le point. Alors ici, quelques mots, n'est-ce pas, avant de poursuivre.
plus de 80% des demandes de décharge sont présentées par les ex-épouses. Voilà, puisqu'en effet, vous savez bien, c'est malheureux, mais c'est toujours comme ça, les problèmes d'égalité ou d'inégalité salariale en particulier. Donc, c'est ça. Et parfois, c'est un peu dramatique que l'épouse se voit avec une responsabilité considérable sur des revenus du mari, des revenus qui sont plus élevés. Alors, le texte nous dit très bien qu'il faut apprécier la situation patrimoniale et financière à la date de la demande. Alors, en 2 mots, que fait l'administration? D'abord, la pratique de l'administration, et puis je vous dirai ce qu'il y a dans la loi de finances. La pratique, c'est ça. On commence par le patrimoine. Si le montant du patrimoine du demandeur ou de la demanderesse est supérieur au montant de la dette fiscale, il n'y aura pas de décharge. Il n'y a pas tout, bon, vous avez un gros patrimoine, vous n'avez qu'à en prendre une partie. Si en revanche, le montant du patrimoine est inférieur à la dette, alors à ce moment-là, on va se pencher sur les revenus. Et alors, c'est là que réside la petite difficulté. La loi dit la situation au moment de la demande. Mais l'administration a tendance, le fait en pratique, à apprécier la situation de manière évolutive, sur plusieurs années, pour voir comment ça évolue. Alors, en pratique, on l'apprécie sur 5 ans. C'est sur 5 ans. Et ça, c'est apparu un peu long. Alors, c'est apparu, je dis, comme l'essentiel des demandeurs, c'est au féminin, hein, c'est les ex-épouses. Plus de 80%, je vous l'ai dit. Et donc, là, cette question a été réglée au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, par les délégués au féminin, les délégués des députés et sénatrices qui sont délégués pour la protection féminine, en fait, pour le droit des femmes. Comme ça. Et donc, c'est elles qui se sont occupées de ça. Alors, on a mis dans la loi de finances ceci, que l'administration ne peut pas apprécier la situation financière au-delà de 3 ans. Vous voyez, la pratique, c'était 5 ans, donc on dit 3 ans simplement. Je me permets simplement de préciser, d'ajouter cela, n'est-ce pas? C'est qu'en disant qu'on ne peut l'apprécier que sur 3 ans, la loi confirme qu'on peut l'apprécier sur plusieurs années. Je ne suis pas certain que les dames députées qui ont fait la loi y aient pensé, vous voyez, parce qu'encore une fois, le texte dit qu'il faut apprécier à la date de la demande. Or là, on officialise le fait qu'il y a sur 3 ans. Bon, on verra comment ça se passera, mais ça, c'est une question qui est une question souvent très, très, très douloureuse, je dirais. Ensuite, 2 mots de contrôle fiscal. Allez, 2 mots pour terminer, puisque nous terminerons à 19h comme prévu. Alors, dans le contrôle fiscal, bon, l'essentiel, d'abord, c'est l'aggravation de sanctions dans certains cas. Alors, l'aggravation demande dans 2 séries d'hypothèses. Première hypothèse, lorsqu'il y a obstruction aux visites domiciliaires. C'est-à-dire, les visites domiciliaires, vous savez ce que c'est? C'est le fait que l'administration a la possibilité de faire des visites, des perquisitions dans les locaux privés. Alors, il s'agit là, vous savez, il faut l'autorisation du juge, hein, parce que là, c'est une atteinte quand même à la vie privée. Donc, sur autorisation du juge, on peut faire ces perquisitions. Alors, il s'agit la plupart du temps, quand il y a bien sûr des présomptions de fraude, quand on y cherche souvent la vraie comptabilité, vous savez, qui est la vraie comptabilité, elle est cachée dans le buffet de la salle à manger, n'est-ce pas? Ce qu'on a présenté, c'est la fausse, donc il faut rechercher la vraie. Alors, l'obstruction à cela, c'est en général, ce n'est pas une obstruction physique, ça peut arriver, mais enfin, c'est rare. Hein. Les obstructions qui sont visées ici, c'est les obstructions, le fait qu'on empêche les agents du fisc de consulter les documents informatiques par un procédé d'une très, très grande simplicité, c'est-à-dire qu'on refuse de donner à l'agent du fisc le code d'accès à l'ordinateur. Vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple tout ça. Si vous ne donnez pas le code d'accès, il ne peut pas y accéder. Alors dans ce cas, on accroît très considérablement la sanction, c'est-à-dire que ça peut être une sanction qui va jusqu'à 50 000 € si on est au domicile de l'intéressé, et la sanction passe à 15 000 € si on est dans un domicile d'un tiers, si l'obstruction se fait dans le domicile d'un tiers. Ça, c'est donc la première sanction qui est ainsi aggravée. La deuxième série de sanctions qui est aménagée, disons, sinon aggravée, c'est la sanction en cas de défaut de facturation, lorsqu'on fait des opérations sans facture. Il y a en principe une fraude, voyez-vous. Et alors là, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, la sanction, l'amende est de 50%. 50% du montant de la facture, ce qui peut faire évidemment un montant considérable, bien sûr. Alors, la loi atténue un peu ceci, sous l'influence du jurisprudence du Conseil constitutionnel d'ailleurs, en disant que ça sera plafonné
à 375 000 euros, tout de même. Vous voyez quand même que le plafond est quand même relativement haut. Donc, première hypothèse, 50% plafonné à 375 000 euros. Alors, il y a une deuxième hypothèse. L'amende n'est que de 5%, que de 5%. Dans le cas, or, qui est assez rare sans doute, mais enfin qui existe, le cas dans lequel on a fait une opération sans facture, mais qu'on a quand même comptabilisé. Ça peut arriver. Donc, les deux. Alors, dans ce cas, l'amende n'est que de 5%, mais avec un plafond, là aussi, qui est de 37 500. Donc, vous voyez, aggravation ici de ces amendes. Enfin, terminons toujours pour le contrôle fiscal avec le droit de communication. Vous voyez, le droit de communication, c'est le fait que l'administration, comme son nom l'indique, peut demander des renseignements à un tiers pour contrôler un autre contribuable. Alors, il y a deux points ici. Là, il y a un droit de communication qui s'exerce à l'égard des opérateurs de communication électronique, c'est-à-dire d'Internet. L'administration peut demander des renseignements. Alors ici, vous comprenez quand même que quand l'administration se penche sur les Internet, les messages Internet, c'est une atteinte à la vie privée, quand même, il faut bien dire les choses comme elles sont. Alors bon, il faut lutter contre la fraude fiscale, c'est pas moi qui vais dire le contraire, il faut lutter contre la fraude fiscale, mais enfin tout de même, dans un état de droit comme la France, bien sûr, il faut préserver les droits des contribuables. Et donc, la loi de finances dit que l'administration ne pourra utiliser ce droit de communication que pour les infractions les plus graves, c'est-à-dire celles qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales. Et enfin, la dernière petite chose, j'y ai pensé aussi en écoutant tout à l'heure le président Brunet, c'est qu'on a créé un nouveau droit de communication à l'égard des greffiers des tribunaux de commerce. Vous voyez, les greffiers des tribunaux de commerce ont beaucoup de renseignements. Et alors, la loi dit qu'ils peuvent transmettre à l'administration fiscale ces renseignements si ils peuvent penser que ça dissimule une fraude. Oui, j'ai souligné oralement le mot qui est utilisé par la loi de finances, ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés. C'est-à-dire, c'est amusant, si l'on peut dire, de comparer le texte qui vient d'être voté sur les greffiers avec le texte plus ancien, qui est d'ailleurs codifié à peu près au même endroit du livre des procédures fiscales, le texte sur les procureurs, n'est-ce pas, hein, eux, là, ils sont obligés de transmettre le renseignement à l'administration fiscale. Vous voyez, le parquet est obligé de transmettre, le greffier peut, les greffiers peuvent. Voilà la petite nuance entre les deux. Voilà, il est 19h, voilà, je passe la parole éventuellement s'il y a des questions. Voilà, on va se mettre tous les deux comme oui, ça. Voilà. Donc, je vais regarder si vous avez posé les uns les autres quelques questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant, donc vous pouvez poser vos questions. On peut rester quelque temps ensemble pour y répondre. Je précise également à votre attention que l'intervention du professeur Planier est enregistrée et qu'elle sera rediffusable par conséquent sur le site de la Chambre de commerce. Alors moi, j'avais peut-être une première question. Allez-y. Sur la réforme là, des entreprises individuelles. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité de l'option IS. Est-ce que c'est réservé en fait au BIC ou est-ce que ce sera possible pour les BNC? Alors, pour l'instant, la question n'a pas été posée. À mon avis, ça sera possible aussi pour les BNC, puisque je pense qu'il faudra voir quelle est la loi, le terme exact de la loi qui est dans le Parlement. À mon avis, ça pourra s'appliquer aussi au BNC, je pense. Mais il faudra voir la loi. Je crois que la loi telle qu'elle sera votée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça s'appliquera aussi aux libéraux. Très bien, donc ça permettra à certains libéraux, notamment qui démarrent leur activité et qui ont de gros revenus, c'est ça. De passer en encaissement des questions. Je pense que ça pourrait être le cas. Deuxième question, par rapport à la TVA, le guichet unique TVA, qui doit maintenant donc être utilisé pour les entreprises qui vendent à distance à des particuliers. Voilà, vous m'avez dit tout à l'heure que en fait ce guichet TVA, parce qu'on n'y voit pas très clair les uns les autres là-dessus, est accessible à partir de la plateforme impôt.gouv.fr. C'est sur le site du ministère des Finances. Alors, c'est depuis le 1er juillet. Alors, je vous rappelle en 2 mots, c'est vente à distance. Les ventes à distance, le régime des ventes à distance, c'est le régime des ventes que l'on fait à des non-assujettis, c'est-à-dire essentiellement des particuliers. Et donc, le système a profondément changé depuis le 1er juillet 2021. Alors, il y a la première grande chose qui change, c'est ça qui nous intéresse ici directement, c'est le seuil. C'est-à-dire jusqu'à présent, jusqu'au 1er juillet, le seuil, c'était celui-là.
il fallait, si on faisait des ventes vente à distance à l'égard d'un pays, d'un pays, pour un montant inférieur à 35 000 €, on appliquait la TVA française. Au-dessus des 35 000 €, il fallait appliquer la TVA du consommateur, du lieu de l'État du consommateur, voyez-vous. Alors, ce qui change, c'est ce seuil, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, jusqu'au 1er juillet, c'était donc 35 000 €, mais État par État. Et depuis le 1er juillet, c'est 10 000 €, mais 10 000 € pour tous les États, c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Vous avez une entreprise, si elle fait plus de 10 000 € de vente à distance dans toute l'UE, ce qui, encore une fois, concernera pratiquement tout le monde, bien sûr. On parle bien des États européens. Européens, oui, donc c'est évident que ça concernera à peu près tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, c'est la TVA du lieu du consommateur qui sera exigible au taux du consommateur. C'est-à-dire que dans ce cas, vous voyez, parlons technique ici, c'est pour ça qu'on a abouti au guichet unique. C'est-à-dire que dans ce cas, vous voyez, celui qui fait plus de 10 000, puisqu'on applique la TVA de l'État du consommateur, ça veut dire que la société française, l'entreprise française qui vend, devient un assujetti de cet État. Vous voyez, s'il fait des ventes en Belgique, il devient un assujetti belge, en Italie, assujetti italien, etc. C'est-à-dire qu'en principe, ce qu'il devrait faire, c'est aller s'immatriculer dans tous ces pays, puisqu'il devient un assujetti, et il devrait désigner un mandataire, d'ailleurs, pour faire les formalités. Pour faciliter les choses, ce qui a été dit, on institue un guichet unique dans chaque État. C'est-à-dire en France, les Français vont recourir au guichet unique de la France, bien sûr, et les Italiens au guichet unique. Et donc, on souscrit les déclarations auprès de ce guichet unique, les déclarations de vente à distance, et c'est ce guichet unique qui fera la répartition. C'est-à-dire que, et c'est un point, je crois, très important, ça évite à la société française d'aller s'immatriculer dans tous les pays. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de prendre contact avec Internet sur le guichet unique plutôt que d'aller s'immatriculer dans tous les pays, ce qui présenterait, vous voyez, des difficultés. Alors, ce qu'il faut quand même peut-être souligner ici, c'est le motif. Pourquoi ça a été fait, ça? Vous voyez, il faut quand même voir pourquoi on fait ça. Pour que la TVA soit neutre. Puisqu'en effet, vous savez qu'on a unifié plus ou moins la TVA au niveau européen, sauf sur les taux. Vous voyez, il y a des différences de taux entre les États. D'ailleurs, à nuancer, parce qu'on voit maintenant, quand on observe les taux, ça se rapproche, à quelques 2 ou 3% près, ça se rapproche. Les grosses divergences étaient surtout avec nos amis anglais. Eux avaient, c'est normal, les Anglais, ils ont des choses que les autres n'ont pas. Et pour les Anglais, si vous voulez, petite parenthèse anglaise, ils avaient notamment un taux zéro pour les produits alimentaires, ainsi que pour les vêtements pour enfants. Taux zéro pour les vêtements pour enfants, ce qui, au passage, d'ailleurs, leur doit leur poser encore quelques problèmes, car, vous savez, vêtements pour enfants, pour distinguer un vêtement pour enfant d'un vêtement d'adulte. Vous voyez que parfois, ce n'est pas facile. Si vous avez un enfant un peu costaud, un adulte un peu petit, je ne sais pas à quel niveau vous faites passer la limite. Et je vous précise, tiens, si vous avez un jour l'occasion, il y a une circulaire anglaise qui mérite d'être lue même en anglais. J'ai eu l'occasion de la lire. J'espère qu'elle est toujours en vigueur parce qu'elle est savoureuse. C'est la circulaire qui indiquait comment on devait appliquer le taux sur les bikinis. Les bikinis d'adultes, n'est-ce pas? Et donc, il y avait la distinction, il y avait tout un paragraphe où on distinguait le bikini d'adulte au taux normal et la culotte d'enfant au taux zéro. Mais ça valait le... Bon, je referme cette parenthèse-là. Mais, vous savez, des fois, on se moque de l'administration française en disant à quel point ils sont compliqués. Quand on regarde certains de nos voisins, vous voyez, on se rassure. Ce qui me plaît aussi beaucoup, je ne sais pas s'ils l'ont changé aussi, c'était la loi belge sur les réparations de vélos, vous voyez, où le taux était différent pour la réparation de la roue avant et de la roue arrière. Ce qui d'ailleurs se justifie. Donc je reviens, c'est donc les taux qui sont différents, enfin ils se concentrent. Donc il s'agit d'assurer la neutralité. Autrement dit, vous voyez, vous avez un consommateur français. S'il achète un produit à une société française, c'est le taux français, bien sûr, c'est le taux français. Il achète un produit à distance, vente par correspondance à une société allemande. Comme la société allemande fera plus de 10 000 € dans tout le pays, ce sera aussi la TVA française. Autrement dit, s'il fait appel à la société allemande, c'est parce qu'il pense que le produit allemand est meilleur que le produit français. Ce n'est pas la TVA qui fait la différence. Voilà. D'accord. Merci pour cette réponse complète. Alors, il y a une question ici qui nous est arrivée. Oui.
Alors, je précise qu'on avait coupé les micros et les caméras hein, pour la bande passante et pour privilégier la qualité, disons, de la connexion. Alors, la question est la suivante. En termes, il y a un report du délai d'option à un régime réel qui est prévu. Oui. Manifestement, il n'y a pas de similitude annoncée par l'URSSAF, qui, dans le cadre d'un entrepreneur qui serait au micro-social. On pourrait donc avoir un exercice au réel fiscalement avec des cotisations sociales très bonne question. Au micro-social. Très, très bonne remarque. Oui, c'est vrai que les URSSAF ne sont pas alignés. Très, très bonne remarque. Vous avez raison. C'est un problème. C'est vrai que ça, c'est un truc inattendu. Très, très bonne. C'était très pertinent. Ouais. Bon, c'est pas la première contradiction qu'il peut y avoir. Non. Mais je pense qu'ils s'aligneront. Enfin, peut-être dans un premier temps, ils auront du mal. Ils auront du mal à s'aligner. Oui, parce que c'est tout le problème. Il y a ici, parmi les il y a beaucoup d'experts comptables, bien sûr. Donc, 1er février, est-ce que tout le monde a le bilan complet? Que celui qui n'a jamais pêché lance le premier bilan. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Chers participants, vous pouvez envoyer votre question par le chat, là, sur la conversation qui est normalement à votre écran. Alors, en attendant qu'il y ait peut-être une dernière question, moi j'en avais une, c'est toujours un peu mon dada, vous savez, ça revient tous les ans. Est-ce qu'il y a dans les tuyaux de l'administration fiscale, est-ce qu'il est prévu de relever le seuil de ces fameux 38 120 € pour le taux de 15%? Oui, les 15%. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager 50 000, 100 000, quelque chose? Alors là, très, très bonne question aussi. C'est une question qui a été très débattue, n'est-ce pas, ici? Alors, en réalité, le débat, ce n'est pas vraiment les 38 120. Le débat qui agite maintenant les milieux financiers, c'est de savoir est-ce qu'on maintient ou non le 15%. Vous voyez, parce que depuis le 1er janvier, là, le taux normal de l'IS, c'est 25. Et donc, il y a certains qui disent que dès lors que le taux est 25, 15, ça ne se justifie guère parce qu'il n'y a pas assez de différence. Vous voyez. Et donc, sur ce point-là, pour l'instant, vous avez vu, la loi de finances de l'an dernier, on a même relevé le seuil du chiffre d'affaires. Donc, on maintient le 15, ça, a priori, ça devrait être. Simplement, sur l'augmentation des 38 000, là, je suis un peu plus sceptique. D'ailleurs, l'an dernier, quand on a augmenté le seuil, il avait été question d'augmenter les 38 000, et puis finalement, ça a été rejeté. Il y a eu des propositions qui ont été faites à l'Assemblée nationale, notamment au Sénat, mais ça a été rejeté. C'est possible, mais la tendance n'est pas là, pour l'instant. Mais ça peut changer. Vous savez, après les élections, qu'est-ce qui peut se passer? On ne sait pas. Très bien. Alors, on n'aura pas donc gain de cause, mais enfin, peut-être. Si vous avez la possibilité de faire passer le message, moi, je suis dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est pas par démagogie que je dis, mais je pense que effectivement, ça serait une bonne chose, que de faire ça. Bien, écoutez, je crois qu'on a épuisé le stock des questions. J'espère qu'on n'a pas épuisé les participants. Non, les participants, ils sont toujours là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de votre présence, même de la présence virtuelle. Merci beaucoup. Bon courage pour appliquer tout ça, n'est-ce pas? Voilà, dans notre Bigorre, allez, on s'en sortira. Vous voyez, voilà. Maintenant, il ne pleut plus. Déjà, je vois ça par la fenêtre. Voilà. Bon week-end, bonne année encore. Et... Merci à tous. On vous souhaite une bonne année. Bon, on n'a pas de pot de l'amitié ce soir encore, hélas. Enfin, nous trinquerons quand même chacun chez soi. Chacun chez soi, on trinquera la TVA. Voilà. Et encore merci à la Chambre de commerce de nous avoir permis d'organiser avec les moyens donc, électroniques cette conférence à distance. Et on espère que l'année prochaine, on pourra se retrouver nombreux en présentiel. Eh oui, espérons-le. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.